La Papouasie-Nouvelle-Guinée apparaît toujours comme dans un rêve, un autre monde. Le fleuve Sepik serpente sur un millier de kilomètres. Survivent encore le long de ses rives des secrets cérémoniels qui structurent la vie des tribus. Mais la déforestation et la fièvre de l'extraction de l'or dans ce pays détruisent une nature vierge au mépris des populations qui subissent l'effondrement progressif de leur système de vie traditionnel. Wewak, au nord de l'île, est une ville portuaire de 35 000 habitants, ouverte sur la mer de Bismarck. Là vit Bennett Graham. Cette ville est devenue difficile pour lui. Malgré un bon niveau d'études, il ne trouve que des petits emplois temporaires à des salaires de misère. Il a perdu confiance en lui. À 27 ans, il a décidé de retourner à Kanganamoon, dans le Moyen Sepik, le village d'origine de sa famille. Bennett n'a qu'une idée en tête: se faire initier, devenir un homme crocodile. Il vit dans la Street 5, là où les Papous expatriés de Kanganamoon sont venus s'installer à la recherche d'une vie meilleure. Je me suis arrêté avant la fin de mes études secondaires, mais j'aurais aimé pouvoir continuer à étudier pour trouver un bon travail et devenir professeur. Comme ça, j'aurais pu prendre soin de mes parents, ici en ville. Nous sommes venus en ville pour habiter dans une maison confortable, avec l'eau, l'électricité, pour profiter du confort moderne. Regardez la maison de Bennett, c'est vraiment un taudis. S'il était devenu professeur, il aurait pu se payer une jolie maison. Mais aujourd'hui, nous devons le renvoyer dans notre village, à l'école de nos ancêtres, en espérant qu'après, sa situation va s'améliorer. Je vais retourner dans notre village et être initié. Je vais me faire scarifier et apprendre nos coutumes. C'est important, car il y a beaucoup de choses et d'endroits qui ne sont réservés qu'aux hommes initiés. C'est une très bonne chose et je suis content qu'il fasse ce choix. Une fois scarifié, il aura du pouvoir au sein du village. Il connaîtra en détail nos secrets et il pourra donner son avis sur les décisions à prendre par la communauté. Moi maintenant, je suis devenu chrétien, mais je ne veux pas lui interdire. Il est libre de faire ce qu'il veut. Ce sont nos coutumes. Alors ils n'ont rien à dire. Même si maintenant mes parents sont croyants et pratiquants. Ils me laissent choisir. Si je ne deviens pas un homme crocodile, je ne pourrai jamais participer à la vie du village ou rentrer dans la maison des hommes. Si on ne respecte pas cette tradition, on n'a aucun droit. Par contre, si je suis initié, je pourrais participer aux conversations dans la maison des hommes. J'aurai le droit de prendre la parole et de donner mon avis. J'aurai du pouvoir. Et après, je pourrai même scarifier d'autres initiés à mon tour. Je suis très contente qu'il retourne au village pour cette cérémonie. Mais moi, je ne peux pas l'accompagner, car une de nos filles va à l'école ici en ville. Mais il faudra qu'il nous laisse de l'argent pour que nous puissions manger pendant son absence. Sinon, ça va être très dur pour nous. L'épreuve que tu vas passer est très difficile et très importante. Alors écoute bien ceux qui vont s'occuper de toi. Ne fais pas n'importe quoi, ne leur coupe pas la parole, ne sois pas insolent. Comporte-toi bien et prends soin de toi. Je te souhaite un bon voyage, mon fils, et reviens-nous vite. Comme rien n'est jamais simple avec un papou,
Bennett décide au dernier moment de faire un détour par Marienberg dans le Bas-Sepik. Un long voyage en camion sur de mauvaises routes pour aller chercher son ami Kanoa, dont la famille est aussi originaire de Kanganamun. Kanoa Moses fait partie de ces papous entrepreneurs modernes. Il dirige un vaste chantier de déforestation au bord du Sepik. Mais beaucoup de ces sociétés profitent de l'ignorance des propriétaires terriens pour mentir sur le contenu des contrats. Ils leur font signer n'importe quoi. Kanoa ne procède pas de cette façon. Salut mon frère, ça va? Ah, mon frère, ça me fait plaisir de te voir. Ah, viens, je vais te faire un tour de l'exploitation. Bennett nous a confié que dans son pays, la déforestation s'accélérait à un rythme alarmant. Tu coupes combien d'arbres par jour? Oh là là, Bennett, je sais pas trop. Ça dépend du rythme du bûcheron. Et vous en coupez plutôt des gros ou des petits? Les deux. Quand les bûcherons abattent un arbre, on vérifie d'abord sa qualité. S'il est abîmé, on le laisse sur place. Mais si c'est un bon arbre, le chef de chantier évalue son poids et l'envoie à l'embarcadère pour qu'il soit chargé sur un bateau et vendu. Alors toutes ces terres sont à toi? Ouais. Ce sont les terres de nos ancêtres. Tout cet espace que tu vois appartenait à plusieurs clans et aujourd'hui, il y a plusieurs propriétaires. Et là, vous avez déjà coupé tous les arbres? Ouais, mais il en reste encore. Quand on coupe des arbres, on ne le fait pas n'importe comment. On respecte certaines règles. Quand on coupe, c'est pour implanter un autre projet, comme replanter des arbres ou du cacao. T'as pas l'impression de couper trop d'arbres? Non, on n'en coupe pas tant que ça, rassure-toi. Là où on a tout coupé, on replante du cacao à la place pour que les propriétaires puissent revendre ses fruits et gagner un peu d'argent. Mais viens, je vais te montrer le reste de l'exploitation. C'est combien tes bananes? 5 kina. 5 kina. Ok. C'est le départ pour Kanganamun. 12 heures de pirogue à moteur pour atteindre la terre des Papous Yatmoul à 150 km de là. Commence alors la remontée de ce fleuve mythique. La suite des villages défile avec leurs maisons sur pilotis, comme tous les habitats de ces rives. Ici, la saison des pluies gonfle le Sepik jusqu'à 7 mètres au-dessus de son niveau habituel. Le Sepik est l'unique voie de communication de ces vastes régions que les premiers explorateurs découvrirent à la fin du XIXe siècle. À Moïm, nous devons reprendre du carburant.
Dis-moi, ça t'arrive de couper des arbres dans des endroits sacrés? Ouais, ça nous arrive. Mais avant, on demande l'avis au propriétaire. On respecte les rituels. Généralement, ils organisent des cérémonies pour demander l'accord des esprits. Ce n'est qu'après qu'on coupe les arbres. Tu penses que c'est bien d'être initié, toi? Ouais, bien sûr, mais pas pour moi. Je ne voudrais pas que Dieu me reproche d'avoir abîmé la peau qu'il m'a donnée. Mais non, t'inquiète pas, ça marche pas comme ça. Si tu décides de te faire scarifier et qu'ensuite tu deviens croyant, c'est pas un problème. Par contre, si tu es déjà chrétien et que tu te fais scarifier, alors là, oui, c'est plus compliqué. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la modernité? Moi, je pense que le développement est une très bonne chose. Regarde, on a de belles routes, on coupe des arbres, on replante du cacao. Nos ancêtres rêvaient de modernité, mais c'est nous, leurs petits-enfants, qui profitons de tous ces changements. Regarde maintenant, nous portons des pantalons, des t-shirts. Et toi, tu en penses quoi du développement? C'est bien. Je trouve que c'est bien. Ça rend la vie beaucoup plus facile, particulièrement pour ceux qui vivent isolés dans la forêt, sans voiture, et qui devaient avant marcher des heures pour arriver en ville. Ouais, t'as raison. Sans ce développement, on serait comme les vieux du village, habillés en jupettes de feuilles et torse nu. Ouais. Moi, j'aime bien cette modernité avec tous ces changements. Et il va en arriver d'autres. Eh oh, les fontaines à parole! Il faut partir avant que la nuit ne tombe. Ok, chef, on arrive. Allez, Bennett, on file. Les tambours, les garamoutes de Kanganamoun annoncent à l'aube notre arrivée. Les oncles, tantes et grand-mères accueillent Bennett. Il y a James, Luc, Albert, Patricia, des prénoms imposés par les missionnaires. James, l'oncle maternel, est en charge de l'initiation de son neveu comme l'exige la coutume. Il entretient avec lui une relation de transmission privilégiée. Mon oncle, toi tu penses que nos traditions vont disparaître? Oh, j'en ai bien peur. De nombreuses traditions ont été oubliées. Mais nous faisons de notre mieux pour qu'elles survivent. Tu sais, les Blancs nous ont apporté la technologie, les ordinateurs, les téléphones portables, de bonnes chaussures, des chaussettes, des pantalons, des casquettes. Beaucoup de choses que nous aimons et que nous avons adoptées. Et j'ai vraiment peur que tout cela n'entraîne la mort de notre culture d'ici peu. Si tu regardes autour de toi, ici ou dans toute la Papouasie, beaucoup de jeunes préfèrent s'entasser dans des bidonvilles, suivre le chemin des Blancs, plutôt que de vivre de façon traditionnelle dans les villages. Ils n'ont plus d'intérêt pour ce que nous ont appris les anciens, et ça contribue à tuer notre culture. Kanoa, je te présente ma famille que tu as vue. Ils étaient tous là quand on est arrivé. Alors là, c'est ma tante, la femme de mon oncle Luc. Voilà mon oncle James.
et ma grand-mère. Ok, je les connais. Pendant toute la période de mon initiation, c'est eux qui vont s'occuper de moi. Avec lui aussi. Ils vont te préparer à manger, c'est ça? Ouais, les femmes vont me préparer à manger. Elles vont aller pêcher des poissons et les prépareront avec du sagoutier et de la noix de coco. Et après ton initiation, tu vas leur donner un peu d'argent en remerciement. Oui, bien sûr. Quand j'entrerai en ville et que j'aurai retrouvé du travail, je leur enverrai de l'argent. Ici, dans la région du Sepik, nous respectons les traditions de nos ancêtres. Et les femmes doivent obéir aux hommes. Elles n'ont pas le choix. Les Blancs sont venus avec leurs lois, mais ils ne pourront pas changer notre mentalité. Oui, depuis toujours. Depuis l'époque de nos ancêtres, ce sont les hommes qui sont les chefs. Nous, les femmes, nous n'avons pas le droit d'exister. Et il n'y a pas une femme ou un homme non initié qui puisse y changer quoi que ce soit. Ce sont des coutumes de primitifs qui datent de nos ancêtres. Moi aussi, je pense que c'est pas bien de traiter les femmes comme ça. Faut pas oublier que ce sont elles qui nous donnent naissance. Même dans la Bible, il est écrit que nous sortons de la côte de la femme. Alors pourquoi maltraiter cet os? Moi, je suis croyant maintenant et je prends en considération la vie de mes femmes. Mais tes femmes, elles s'entendent bien ou elles se battent parfois? Ouh là là! Bien sûr qu'elles se battent. Parfois, elles déchirent leurs t-shirts et font des scandales seins nus dans la rue. Elles s'insultent en hurlant de jalousie. Moi, je pense pas que tout ça puisse changer. Ailleurs dans le monde peut-être, mais ici, c'est impossible. Au centre du village se dresse la Maison des Esprits, la Haus Tambaram. Elle est une cathédrale de bois. En même temps, elle symbolise aussi un ventre de mer dominé par une figure féminine initiatrice. Ces maisons des esprits sont des lieux cérémoniels, des lieux de pouvoir et de palabres, d'où les femmes sont exclues. Sur les piliers s'exprime depuis des siècles un art religieux sans Dieu, un monde fantasmagorique mais bien réel, voué aux esprits des ancêtres avec ses règles et ses secrets. Notre maison des esprits est la plus grande de la région du Sepik et même de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lorsque les premiers explorateurs sont venus ici, après avoir remonté le fleuve, ils ont été saisis par sa beauté et sa taille. C'est ici que nous pratiquons les initiations des jeunes du village. Et nous y puisons notre force. C'est pour cela qu'il est important de prendre soin de la culture de nos ancêtres. Cette partie de la maison des esprits appartient aux hommes du clan des cochons. Voilà où ils s'asseyent. C'est eux qui ont pour mission de prendre soin de ce trône sacré qui date de l'époque de nos ancêtres. C'est un trône très important pour nous tous. Nos ancêtres se réunissaient toujours autour avant de partir en guerre. Et aujourd'hui, c'est encore là qu'on discute et qu'on prend les décisions importantes du village. Autrefois, lorsqu'on élevait une maison des esprits, la coutume voulait qu'on place dans chaque trou le corps de l'un de nos ennemis vivants et qu'on l'enterre sous un poteau. Et aujourd'hui, il y a toujours un squelette sous chacun des poteaux centraux là. Les missionnaires ont détruit beaucoup de nos coutumes et ils ont brûlé les crânes de nos ennemis que nous conservions. Cette maison, ces piliers, les tambours datent de l'époque de nos ancêtres. Même l'emplacement des foyers est encore comme autrefois. Ces piliers font partie de notre histoire. Nous en sommes fiers. Nous travaillons tous à la renaissance de notre culture afin qu'elle ne disparaisse pas. Sans cette maison, je crois que nous aurions complètement adopté le mode de vie des Blancs et tout serait parti en fumée.
Mais une inquiétude majeure revient toujours dans les conversations du village. Le projet d'installation d'une grande mine d'or à 200 km en amont sur la Frida River, un affluent du Sepik. Le Sepik existe depuis la nuit des temps, avec ses poissons, ses crocodiles. J'ai une question à vous poser. Vous avez entendu parler du projet de la mine d'or de la Frida? Un peu plus haut, sur le fleuve? Oui, j'en ai entendu parler. C'est le projet d'une compagnie canadienne. Ils sont venus ici, à Kanganamun. Ils nous ont fait tout un baratin pour nous dire que l'exploitation n'allait pas endommager l'eau du Sepik. Mais un avocat de Wewak, qui s'appelle Moses Marie, est venu lui aussi, et il nous a dit le contraire. Il fait tout pour s'opposer à leur projet. Je pense que les hommes du village devraient écrire une lettre au gouvernement pour dire que nous, ici, nous ne sommes pas d'accord avec la création de cette mine. Elle pourrait peut-être tout détruire. Ouais, ils ont beau dire que ça ne va pas polluer l'eau, mais on n'en sait rien au final. Et si leurs déchets tuaient nos poissons? Et si en buvant l'eau du Sepik, je tombais malade? Ou mes enfants? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'en sais rien. Ici, au village, on n'a aucune information. Je ne peux pas te répondre. C'est à notre gouvernement de nous protéger et de nous expliquer tout ça. Nous sommes complètement dépassés ici. En tout cas, cette eau, c'est toute la vie de notre village. Tu as raison, James. En fin d'après-midi, l'appel du crocodile résonne dans tout le village. Une file de danseurs représente symboliquement la tête, le corps et la queue du reptile. Ils vont incarner jusqu'au matin le mythe Yatmoul de ce crocodile géant qui jadis créa la terre ferme en mélangeant d'un coup de queue sa bave à la vase d'un marigot. Par cet appel répété, le Pouk-Pouk, le crocodile, réclame ses proies pour le lendemain. Bennett et les futurs initiés restent invisibles chez leurs oncles. Au milieu de la nuit, d'autres danseurs se préparent et se relaient dans le cortège. Le rituel se poursuit dans son incantation lancinante. À l'aube, Bennett, déçu, doit raccompagner Kanoa. Mon frère, je dois te laisser. Il faut que je retourne sur le chantier. Ils ont besoin de moi pour régler des problèmes. Je dois rentrer. Je penserai bien à toi pendant ton initiation. Tu me raconteras tout ça? Ok, je comprends. Rentre bien. On se revoit bientôt. Allez, je file. Ok, mon frère. File. Hey, j'ai failli oublier de saluer ma femme. Excuse. Prends soin de toi et prends bien soin de Bennett. Ok. Salut. Ok. À bientôt tout le monde. Le rituel commence par des offrandes adressées à tous ceux qui vont s'occuper des initiés.
Bennett a apporté une poule et des noix de bétel dont les papous sont très friands. Ces offrandes sont suspendues à un crochet cérémoniel. L'angoisse de Bennett monte comme chez la plupart des initiés. Et c'est le départ pour l'inconnu. Les feuillages de l'enclos sacré s'agitent. Les papous frappent le sol, matérialisant les coups de queue du crocodile, impatient de marquer de ses dents les corps des initiés. Tout est mis en scène pour frapper l'imaginaire. Portés sur le dos de leurs scarificateurs, les futurs initiés se montrent une dernière fois avant de disparaître dans l'espace sacré. Bennett, allongé sur une pirogue, entame sa métamorphose sous les mains expertes de James. Son oncle maternel est très attentif à cette périlleuse intervention dont il ne faut à aucun moment perdre le contrôle. « 200 incisions très ritualisées feront de son neveu un nouvel homme. » Le sens de ces entailles est de défaire symboliquement par le sang l'initié de tout lien avec sa mère, de l'affranchir de sa part de féminité pour mieux renforcer en lui la puissance du masculin. Sa peau gardera, par l'imitation des écailles du crocodile, la trace de cette fusion définitive avec le grand reptile totémique et le mythe de la création des papous Yatmoul. Elles indiqueront également son état social. Une huile, l'huile Ngawat, extraite d'une plante magique de la forêt, vient apaiser la douleur des entailles. Elle met aussi le corps en relation avec le monde des esprits. Comme chaque jour, Patricia et d'autres femmes du clan pêchent sur une zone précise qui leur est attribuée.
La pêche a été bonne, c'est un bon jour. J'aimerais en prendre autant demain. Je suis bien contente parce que je vais pouvoir nourrir Bennett qui vient d'entrer dans la maison des esprits et de commencer son initiation. Nous, les femmes papous, nous nous occupons de subvenir aux besoins de notre famille. C'est un travail difficile. C'est dur de se lever à 4 heures tous les matins pour venir pêcher des poissons, les vider, les préparer, faire cuire le sagou et nourrir notre famille. Moi, je crois que dans le monde, toutes les femmes s'occupent de leur famille comme ça. Ici, elles doivent en plus trouver de la nourriture pour donner des forces aux initiés. À l'abri du regard des femmes et des enfants, les initiés retournent à la maison des esprits. Pendant 5 semaines, ils vont être reclus à l'étage de cette maison et poursuivront leur initiation. Maintenant, ils sont entre les mains du Wagon, l'un des esprits les plus puissants de la rivière Sepik. Cette cérémonie est l'une des plus importantes pour notre communauté. Quand Bennett est rentré dans l'enclos sacré pour être initié, j'ai été un peu inquiet. J'ai eu peur qu'il ne crie, qu'il ait peur de tout ça, mais pas du tout. Je suis très fier de son courage lorsqu'on l'a scarifié. Ça va. Je regrette rien. Je suis content d'avoir ces marques sur le corps. Je suis fier de porter ma culture sur moi et de connaître mes coutumes comme les autres hommes du village. Maintenant, je suis leur égal. Je vais sûrement avoir mal 2 ou 3 jours, mais après, ça va aller. Ça va aller. Je réfléchis beaucoup. Je me dis que ma vie est encore longue et qu'il faut que je change. Je pense qu'en rentrant en ville, je vais retourner au travail et bien prendre soin de ma femme et de mes enfants. Dans l'après-midi, Richard Iwani arrive au village. Il travaille pour le WWF, l'Organisation mondiale de la protection de l'environnement. Ils sont une vingtaine comme lui à parcourir le pays pour sensibiliser les jeunes aux dangers environnementaux qui les guettent. Demain, si le cours du Sepik change à cause des projets miniers, il faudra déplacer ce village. Vos enfants seront obligés de déménager pour trouver d'autres terres, car elles seront noyées et détruites. La force du Sepik est grande, et si nous ne prenons pas soin de lui, alors il se rebellera de lui-même. Si nous n'empêchons pas cette compagnie minière de réaliser ce projet, le Sepik en pâtira. Les poissons et les crocodiles disparaîtront, parce qu'ils n'auront plus d'endroit où aller. Nous devons tout faire pour que ça n'arrive pas.
L'association WWF fait des analyses sur la qualité de l'eau qu'on boit ici, ou pas? Non, le gouvernement ne subventionne pas les ONG qui protègent la nature. Nous savons que nous devrions travailler ensemble, main dans la main. Le gouvernement devrait faire ses propres études sur l'impact des mines et la qualité de l'eau. Mais il ne veut pas dépenser d'argent pour ça et ne fait donc aucune recherche. Pour le projet de mine Frida, le gouvernement sait très bien tous les dégâts que cela causera. Mais il préfère fermer les yeux et laisser le processus s'enclencher. En échange de leur silence, la compagnie minière donne probablement de l'argent aux hommes politiques. Et les gens qui vivent dans les villages ne se sentent pas vraiment concernés par toutes ces questions d'environnement. Bien sûr, tous les hommes ont besoin d'argent et du développement. Mais il ne faut pas pour autant négliger l'environnement. Il faut que les compagnies minières établissent et respectent des plans de sauvegarde pour l'eau, l'agriculture, l'environnement et votre futur. Voilà des photos de la mine sur la Oketedi. Regardez comment l'exploitation a tout dévasté. Les sédiments ont détruit le paysage et toutes les cultures du village. Oketedi River, Hidden Valley, Porgera. La liste est longue de ces paysages creusés par la cupidité des industriels. Et cette liste risque de s'allonger. Porgera, sur les hauts plateaux, est à 200 km du Sepik. Elle est la première mine d'or de Papouasie. La Barrick Gold Company, une société canadienne, l'exploite en toute opacité. Là comme ailleurs, il est interdit de filmer, d'approcher, de prendre des prises de vue aériennes. Nous avons travaillé clandestinement pour témoigner du sort des tribus auxquelles appartiennent ces terres ancestrales, creusées sans leur consentement, avec la complicité de l'ancien gouvernement. Mais en 2012, un nouvel élu a pris les commandes du pays, ouvrant d'autres espoirs pour l'avenir. Jethro Tullin, que Bennett nous a recommandé, est un indigné. Il accepte d'être notre guide. Son combat est international pour défendre les papous spoliés. Il le porte aux Nations Unies, au Canada, où il dénonce les agissements de la Barrick Gold Company envers les habitants de Porgera. À l'époque de nos ancêtres, avant que les Blancs ne viennent ici, nous n'avions aucune idée de ce que représentait l'or, ni même de sa valeur. Pour nous, ce qui avait de l'importance, c'était de gros coquillages d'ornement que l'on utilisait comme monnaie. Mais quand les explorateurs blancs sont venus pour la première fois en 1960, on les a vus ramasser de nombreux cailloux au bord de la rivière Wari. Alors, pour faire comme eux, on a rajouté de la couleur jaune à nos ornements. Pendant une quinzaine d'années, les Blancs ont fait des allers-retours pour venir chercher l'or. Leur comportement nous a fait penser que cet or devait avoir beaucoup de valeur. Et puis, tout à coup, la mine est arrivée. À l'approche du cratère, Jethro a aussi convié Ruben Nalébé, le maire de Porgera, pour témoigner. Autrefois, il y avait une très belle montagne ici. On pouvait voir des kangourous, des arbres, des oiseaux de paradis et plein de belles choses. Il y avait aussi des sources d'eau fraîche. Notre forêt était belle et il faisait bon vivre ici. Et là, il y avait 4 montagnes. Et aujourd'hui, ce n'est plus qu'un trou béant.
C'est ici qu'ils ont commencé leur exploration et l'exploitation de la mine. Depuis des années, on nous laisse dans une situation terrible. Au départ, la compagnie a menti au gouvernement. Et le gouvernement a aussi menti aux habitants, en leur disant que ce ne serait qu'une toute petite mine, que l'or était au sommet de la montagne, et que l'exploitation ne durait pas longtemps, juste 1 an ou 2. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, et toutes les terres léguées par nos ancêtres ont été détruites. Il y a plus de 10 000 habitants sur la zone de l'exploitation minière. Nous sommes 7 clans à nous entasser ici. Nous devons faire face à une situation invivable, car nous n'avons plus suffisamment de terre pour tout le monde. Nous ne savons plus où trouver notre nourriture, où chasser, il n'y a plus rien. Le problème, c'est que ça fait 20 ans que cette mine est en activité, et il n'y a jamais eu de révision du contrat. Alors nous faisons de notre mieux pour que les propriétaires terriens retrouvent leurs droits. Nous sommes tous des propriétaires terriens. Cette mine est illégale. Comment allons-nous manger? Comment? Cette mine est un vrai désastre pour nous tous. Nous pouvons aller nulle part. Ni à Tari, ni à Hagen. Ils sont tous nos ennemis. On est coincés ici. Moi, je ne suis jamais allé à l'école. Et vous non plus. Mais en 1989, nos parents ont signé un accord avec la mine sans savoir ce qu'ils signaient. La compagnie minière devrait nous acheter d'autres terres, où nous pourrions nous installer, où nos enfants pourraient aller à l'école, où nous pourrions également avoir un jardin. Mais la compagnie fait la sourde oreille à nos demandes. C'est pour cette raison que nous nous battons. Ils nous ont forcés à devenir des chercheurs d'or illégaux. Au risque d'être emprisonnés pour quelques miettes d'or, les Papous n'ont effectivement que l'illégalité pour survivre sur leurs propres terres qui leur sont interdites. Ici, le territoire appartient à 7 principaux clans, divisés en 23 sous-clans. Un accord a été passé avec la compagnie et chaque personne reçoit une somme d'argent proportionnelle au territoire exploité par la mine. Mais ça représente 3 fois rien. Les personnes concernées reçoivent en moyenne un chèque de moins de 200 kina par an. Nous sommes à Wingima, à l'intérieur même de la zone d'exploitation de la mine. Les propriétaires terriens sont obligés de vivre ici. En 2009, il y avait plus de 300 maisons derrière moi, mais elles ont toutes été brûlées par la mine. Nous avons porté plainte et Amnesty International a rédigé un rapport alarmant à ce sujet. Nous sommes révoltés par l'abus de pouvoir de la mine et de sa police privée. Le problème, c'est que nous n'avons aucun pouvoir et que notre voix n'est pas entendue. La compagnie en profite et laisse passer du temps. Le gouvernement les couvre aussi. Et regardez la mine. Elle est opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons repris espoir avec l'élection récente d'un nouveau membre du Parlement, car il est originaire d'ici. Il va nous aider à faire savoir au monde ce qui se passe sur nos terres. Nous voulons que le monde sache quelles sont les pratiques de la compagnie Barrick. Il faut que tout cela se sache. Quelqu'un doit dire la vérité. 2500 personnes travaillent sous la protection d'une police privée de 400 membres prêts à tout. 3 à 4% de Papous n'occupent sur le chantier que des petits métiers d'intendance. Les ouvriers viennent des Philippines, d'Indonésie, de Chine.
Tu le vends combien 15 kina. 15 kina pour ce sachet de mercure? Mais moi, je sais pas combien il y a de grammes là-dedans. Après l'achat du mercure, Jethro cherche des orpailleurs illégaux qui accepteraient d'être filmés clandestinement. La méfiance règne. Notre présence surexcite toute la communauté. Un couple accepte de nous montrer le processus pour voir apparaître le précieux métal. L'opération est toxique et dangereuse pour tous ces gens condamnés à la misère par la mine. Voilà comment on vit ici, comme des chiens et des cochons. Voilà ce que nous sommes obligés de faire. Nous sommes en train de mourir sur nos propres terres. Ma femme tamise la pierre que je viens de réduire en poussière. Et on la mélange au mercure. Ici, beaucoup de personnes sont mortes à la suite du contact avec le mercure. Des femmes ont donné naissance à des enfants estropiés. Mais ils n'ont pas d'autre choix pour vivre. Voilà, ça c'est de l'or. Ici, les hommes comme les femmes cherchent de l'or. C'est illégal, mais tout le monde le fait. Nous creusons sur nos terres ancestrales. Mais la compagnie Barrick nous l'interdit et nous traite comme des animaux. Vous avez vu par vous-même comment nous vivons. C'est invivable. Il ne peut même pas pousser une feuille de patate douce ici. Et pourtant nous vivons là. Aïe, ça brûle. Idiot. Je pense qu'elle doit peser 1 gramme ou 1 gramme 2. On pourrait vendre ça 60 ou 63 kina. Tu en penses quoi, toi? Ce n'est pas un très bon jour. Elle est toute petite. Si on la vend 60 kina, on pourra quand même acheter quelque chose à manger. En 20 ans, la Barrick Company a produit plus de 20 milliards de dollars. Chaque jour, des kilos d'or pur en lingots quittent Porgera par hélicoptère. Et ces industriels avaient promis par contrat une vie meilleure aux Papous. Bennett et les initiés ont maintenant le corps recouvert de terre. Par sa haute teneur en soufre, cette terre leur évite la septicémie tout en gardant ouvertes les incisions.
Le premier jour, lorsque nous lui avons coupé la peau, nous y avons tout de suite appliqué une huile médicinale. Et plus tard, dans l'après-midi, nous l'avons badigeonné de boue blanche. Il devra s'en appliquer tous les matins pendant 7 jours. Dans une semaine, il ira se laver dans l'eau du Sepik et portera une autre glaise de couleur orange qui marquera la fin de la première étape du rituel. Maintenant qu'ils sont dans la maison des esprits, c'est une nouvelle naissance pour eux. Un peu comme s'ils étaient à nouveau dans le ventre de leur mère. Les hommes de la tribu veillent sur les nouveaux initiés. Ils prennent soin d'eux. Vérifie que leurs plaies ne s'infectent pas. Du matin au soir et même la nuit, quelqu'un veille sur eux. Il faut vraiment que leur peau ressemble à celle des crocodiles. Lorsqu'ils vont sortir de la maison des hommes dans quelques semaines, nous allons organiser une très grande fête. Ils ne vont pas simplement descendre de la maison et rentrer chez eux. Ils vont danser tout autour de la maison et dans la forêt. Ce sera une très grande fête, comme lors d'un accouchement. Les femmes, les mères et les sœurs seront heureuses de retrouver leur mari, leur fils ou leur frère. Ce sera un très grand jour pour tout le monde. Une des règles les plus importantes que nous apprenons aux initiés lorsqu'ils sont dans la maison des esprits, c'est de ne pas rester trop longtemps avec leurs femmes, de ne pas porter leurs enfants, de ne pas nettoyer leurs fesses ou les laver, de ne pas rester toute la journée chez eux avec leurs femmes. C'est une règle très importante. On leur apprend aussi qu'il est interdit de voler, interdit de coucher avec des veuves. Nous leur apprenons que désormais leur maison principale est la maison des esprits et que la maison familiale est celle de leurs femmes. C'est un de nos grands commandements. Chez nous, la tribu des Yatmoul, une de nos croyances dit que nous naissons avec un sang impur qui vient de notre mère. Lors de la cérémonie de scarification, c'est ce sang qui s'évacue. Au cours de leur séjour dans la maison des hommes, les initiés rechargent leur corps d'un sang neuf. Et c'est ainsi qu'ils deviennent des hommes forts et respectés qui pourront trouver leur place dans notre monde. Déjà témoin entre deux mondes, James pense peut-être au futur qui attend les jeunes de son village. Pendant combien de temps les générations viendront-elles encore ressourcer leur identité aux mythes fondateurs et aux cérémonies des ancêtres? Ce questionnement est sans doute le même chez tous les peuples anciens en mutation vers les enjeux de la modernité. James va reprendre son métier de sculpteur sur bois tout en surveillant la fin de l'initiation de Bennett. Nous quittons le Sepik avec le désagréable sentiment que tôt ou tard, comme cette maison des esprits à Korogo, détruite par le temps, ce monde papou aura du mal à ne pas succomber devant les convoitises et les tentations venues d'ailleurs. La mondialisation produira sur ces rives du Sepik ce que prophétisait Lévi-Strauss. Une humanité installée dans une monoculture commune pour une civilisation de masse, apportant son lot de crises, de droits bafoués et de désastres écologiques. Gardons en mémoire le regard de Bennett. Il est celui d'un papou qui, comme beaucoup d'autres, est à la recherche d'un sens, métamorphosé à tout jamais en homme crocodile. Qu'adviendra-t-il de lui ?